Je vais maintenant vous présenter les valeurs typiques de frottement du garnissage en fonction de la taille de la tige, ainsi que les forces additionnelles. Ce tableau est organisé selon la taille de la tige et la classe appliquée, avec des tailles de tige distinguées comme 2016 in, 3/8 in, 1/2 in, 5/8 in, 3/4 in, ET 1 inches. Les valeurs indiquées sont les forces de frottement généralement rencontrées lors de l'application des procédures standards de couple de serrage des boulons de la bride de garnissage. Par ailleurs, la section des traite des forces additionnelles, à savoir les forces nécessaires pour actionner la vanne, telles que la raideur du soufflet, les forces de frottement anormales provenant des joints ou les forces de siège spéciales pour les joints en métal tendre. Je vais vous présenter les valeurs de frottement selon le type de garnissage et la méthode d'intégration des forces additionnelles. Le tableau des frottements du garnissage est divisé entre le garnissage PTFE et le garnissage en ruban ou filament de graphite, chacun étant à nouveau subdivisé en configuration simple, single ou double. Une valeur telle que 112,5 dans le tableau représente la force de frottement pour la combinaison tige et garnissage correspondante. Les forces additionnelles désignent les forces supplémentaires nécessaires pour déplacer la vanne, comme le frottement des joints ou les forces de siège spéciales pour les joints en métal tendre. Ces valeurs doivent être fournies par le fabricant ou être prises en compte lors du dimensionnement de l'actionneur. Je vais vous expliquer comment calculer la force générée par un actionneur pneumatique à diaphragme. La force nette d'un système à diaphragme se résume en deux cas. Dans une configuration de fermeture par air, la pression d'air additionnelle appliquée après la compression du ressort crée la force nette. Dans une configuration d'ouverture par air, c'est la force nette de la précompression du ressort qui crée la force nette. Cette force est calculée en convertissant combien de livres-force, LBF, sont produites par psi de pression différentielle. Prenons un exemple concret. Supposons que, selon la procédure décrite précédemment, 275 LBF soient nécessaires pour fermer la vanne. Une option possible serait un actionneur de type air-to-open, avec une surface de diaphragme de 100 square in, et un réglage au banc, bench set, de 6 à 15 psi. La plage de fonctionnement prévue est de 3 à 15 psi. La précompression est calculée comme la différence entre la limite inférieure du réglage au banc, 6 psi, et le point de départ de la plage de fonctionnement, 3 psi, soit 3 psi. Comme ces 3 psi sont utilisés pour vaincre la précompression, la force de précompression nette est de 3 psi multiplié par 100 square in, soit 300 lbf. Les 300 lbf obtenus dans l'exemple précédent étant supérieurs aux 275 lbf requis, on peut considérer qu'il s'agit d'un choix suffisant et approprié. Les actionneurs à piston avec ressort sont dimensionnés de la même manière. En revanche, pour la poussée d'un actionneur à piston sans ressort, le calcul est plus simple. La poussée disponible est égale à la surface du piston multipliée par la pression d'alimentation minimale. Il est crucial de maintenir la cohérence des unités lors de ce calcul. Par ailleurs, si l'actionneur fournit une force excessive, des problèmes peuvent survenir. La tige peut flamber, se courber suffisamment pour provoquer une fuite, ou les composants internes de la vanne peuvent être endommagés. Cela peut arriver si l'actionneur est trop grand ou si la pression d'air maximale dépasse la pression d'air minimale disponible. Généralement, le fabricant est responsable du dimensionnement de l'actionneur et doit disposer de méthodes documentées pour vérifier les charges maximales de la tige. Les fabricants publient également des données sur la poussée de l'actionneur, les surfaces effectives du diaphragme et les données des ressorts. Cette fois, je vais vous présenter comment dimensionner l'actionneur pour une vanne rotative. Pour choisir l'actionneur le plus économique, les critères déterminants sont le couple nécessaire pour ouvrir et fermer la vanne et le couple de sortie de l'actionneur. Cette méthode suppose que la vanne a déjà été correctement dimensionnée pour l'application et que celle-ci ne dépasse pas les limites de pression de la vanne. Le couple d'une vanne rotative s'exprime comme la somme de plusieurs composantes de couple. Cependant, pour éviter toute confusion, certaines de ces composantes ont été regroupées et certains calculs ont été effectués au préalable. Par conséquent, le couple requis pour chaque type de vanne peut être représenté par deux équations simples et pratiques. La première est le couple de décollage, TB, qui est égal à multiplié par la pression de fermeture, plus B. La seconde est le couple dynamique, TD, qui est égal à C multiplié par la pression effective. Les coefficients A, B et C pour chaque conception de vanne sont organisés dans les tableaux suivants, et l'arbre de la vanne apparaît comme variable clé. Ce slide présente la structure du tableau contenant les coefficients des équations de couple mentionnées précédemment.
Le tableau des coefficients de couple pour les vannes à arbre rotatif est conçu pour trouver les valeurs via les en-têtes de lignes et de colonnes. Les lignes du tableau sont divisées par taille de vanne, et les colonnes indiquent le diamètre de l'arbre en pouces, in. Ici, le coefficient A est le coefficient multiplié par la pression dans l'équation du couple de décollage, c'est-à-dire TB égale à astérisque Pchutov plus B. Ainsi, l'utilisateur recherche la case correspondant à la combinaison de la taille de sa vanne et du diamètre de l'arbre pour lire le coefficient A et l'insérer dans le calcul du couple. Ce slide présente le tableau des valeurs réelles du coefficient de couple A. Le tableau liste les valeurs du coefficient A selon la combinaison de la taille de la vanne et du diamètre de l'arbre. Pour les sections où le diamètre de l'arbre est de 1/2 in. Et 3/4 in, si la taille de la vanne est de 1/2 in. Et 3/4 in, les valeurs du coefficient à proposer sont 0,15, 0,10 et 0,10. Lorsque la taille de la vanne est de 1 et 1/4 in, le coefficient monte à 1,80. Ensuite, des sections de taille plus importante sont affichées, allant de 1 et 1/4, 1,5, 1 et 3/4, 2 et 1/8 et 2,5 in, et les valeurs des coefficients pour ces sections sont 1,80 et 4,00. Les divisions de lignes pour d'autres tailles de vannes se poursuivent dans le même tableau. En résumé, l'utilisateur doit trouver la ligne correspondant à la taille de sa vanne et insérer le coefficient correspondant dans l'équation du couple. Ce slide présente les coefficients de couple et l'angle de rotation maximale pour une vanne à bois Sauvé-Notch avec joint composite. Le tableau organise les coefficients A et B par taille. Pour la taille 1/2 in, A est 0,50 et B est 0,8 et 1,8. Pour 5/8 in, A est 0,91 et B est 3,1 et 4,7. Pour 3/4 in, 1,97 et 4,2 sont proposés, et pour la taille plus grande de 1 et 1/4 in, c'est 7,3, pour 1,5 in, c'est 11,7, et la valeur limite est 12 000. Je vais maintenant expliquer la rotation maximale. La rotation maximale est définie comme l'angle du disque ou de la bille de la vanne en position complètement ouverte. Normalement, la rotation maximale est de 90 degrés. Autrement dit, la bille ou le disque pivote de 90 degrés de la position fermée à la position grande ouverte. Cependant, certains actionneurs pneumatiques à piston à rappel par ressort et actionneurs pneumatiques à ressort et diaphragme sont limités à une rotation de 60 ou 75 degrés. Pour les actionneurs pneumatiques à ressort et diaphragme, la limitation de la rotation maximale permet une compression initiale plus importante du ressort, ce qui augmente le couple de décollage de l'actionneur. De plus, la longueur effective de chaque levier d'actionneur change avec la rotation de la vanne. Les valeurs de couple publiées, particulièrement pour les actionneurs à piston pneumatique, doivent donc être interprétées en tenant compte de ce point. Ce segment présente la notation des éléments du tableau du couple maximal de la vanne. Dans le tableau, maximum, pour la valeur maximale et TD pour le couple dynamique sont indiqués. Les données de couple de la vanne sont organisées sur la base de la valeur maximale correspondant aux conditions les plus sévères, et le couple dynamique TD désigne la force de rotation qui s'exerce réellement sur l'arbre de la vanne pendant que le fluide s'écoule. L'unité est présentée selon le système inch-pound, et les valeurs de couple spécifiques selon le type de siège seront présentées dans le tableau suivant. Je vais présenter le tableau des coefficients de couple et de la force de séparation pour une vanne papillon haute performance avec siège composite. Ce tableau est structuré autour du coefficient de palier B et de l'angle de rotation du disque. Pour les coefficients de friction et de palier, des valeurs telles que 0,11, 0,15, 1,10, 3,80 et 0,60 sont proposées. Pour l'angle de rotation du disque, 18,0 degrés, 36,0 degrés et 60,0 degrés sont utilisés. Dans la zone du couple maximal, des valeurs de la famille inch-pound telles que 12 000, 23 525 et 55 762 apparaissent. C'est grâce à la combinaison de ces angles et coefficients que le couple de palier et le couple dynamique sont calculés. Je vais conclure avec la partie finale du tableau de couple et l'introduction aux essais non destructifs. Dans le tableau, le couple de décollage TB et le couple dynamique TD sont distingués pour des angles de rotation de 60, 75 et 90 degrés, et les actionneurs à piston intègrent la variation de la longueur du levier selon la rotation dans le calcul du couple. Ensuite, nous abordons les essais non destructifs. Les vannes destinées au service nucléaire doivent réussir des examens non destructifs spécifiques, et cela peut également être exigé par les codes ou les clients dans des applications non nucléaires, particulièrement dans l'industrie énergétique. De plus,
La réussite de ces examens peut permettre le passage des vannes à extrémités soudées ASME Standard Class vers un classement spécial classe. Le classement spécial classe permet l'utilisation des vannes à extrémités soudées à des pressions plus élevées que celles autorisées pour les vannes Standard Class. Les procédures requises pour le passage à la spécial classe sont détaillées dans la norme ASME B16.34. Je vais vous présenter un aperçu général des essais non destructifs et l'examen de surface par magnétoscopie. Bien qu'il soit difficile d'aborder l'intégralité des exigences des codes, cet ouvrage résume les principes et les procédures de 4 types principaux d'essais non destructifs définis dans les normes ANSI, ASME et ASTM. Le premier, la magnétoscopie, ne peut être utilisée que sur des matériaux magnétisables. Le principe consiste à appliquer un courant continu à travers une pièce pour y induire un champ magnétique. Les défauts de surface ou sous-superficiels peu profonds déforment le champ magnétique, au point qu'un champ magnétique secondaire se développe autour du défaut. Si une poudre magnétique, sèche ou suspendue dans un liquide, est répandue sur la pièce magnétisée, les zones de champ magnétique déformées deviennent visibles, indiquant la présence d'un défaut dans la zone de distorsion. Je vais maintenant vous présenter le post-traitement de la magnétoscopie et l'examen de surface par ressuage. Après la magnétoscopie, on procède à la démagnétisation de la pièce en inversant le courant électrique. Ensuite, on répare le défaut par soudage. Si la réparation est impossible, on remplace la pièce. Pour les pièces coulées, la réparation par soudage est courante, tandis que pour les pièces forgées ou usinées à partir de barres, le remplacement est la procédure habituelle. Après réparation ou remplacement, l'examen par magnétoscopie doit impérativement être renouvelé. La deuxième méthode, le ressuage, permet de détecter des défauts de surface invisibles à l'œil nu. On commence par nettoyer soigneusement et sécher la surface à examiner, puis on applique un colorant pénétrant, soluble à l'eau ou au solvant, par immersion, brossage ou pulvérisation, en laissant le temps au produit de pénétrer. On élimine ensuite l'excès de pénétrant en le rinçant ou en l'essuyant, selon le produit utilisé. La surface est à nouveau séchée soigneusement, puis un révélateur, liquide ou poudre, est appliqué pour effectuer l'inspection sous la source lumineuse appropriée. Je vais vous présenter la finalisation du ressuage et l'examen volumétrique par radiographie. Pour le ressuage, certains révélateurs nécessitent l'utilisation d'une lumière ultraviolette ou d'une lumière noire pour révéler les zones défectueuses. Si des défauts sont découverts et réparés par soudage, la pièce doit impérativement être réexaminée après la réparation. La troisième méthode, la radiographie, est un examen volumétrique permettant de détecter les défauts internes. Le principe repose sur le fait que les rayons X et gamma traversent les objets métalliques imperméables à la lumière et impressionnent un film photographique, tout comme le feraient les rayons lumineux. Le nombre et l'intensité des rayons traversant l'objet métallique dépendent de la densité de l'objet. Les défauts sous-superficiels se manifestant par des variations de densité du matériau, ils peuvent donc être photographiés par radiographie. La pièce à inspecter est placée entre la source de rayons X ou gamma et le film photographique. Je vais maintenant vous présenter l'évaluation de la sensibilité et la méthode de jugement des défauts pour la radiographie parmi les essais non destructifs des pièces coulées. La sensibilité aux détails et au contraste d'une radiographie est vérifiée en exposant, en même temps que l'objet d'essai, une ou plusieurs petites plaques plates d'épaisseur spécifiée, appelées pénétromètres. Cette plaque comporte plusieurs trous de diamètre spécifiés. L'image obtenue sur le film, aux côtés du corps de vanne ou de l'autre objet d'essai, permet d'évaluer la sensibilité de la radiographie. La radiographie peut détecter des défauts de fonderie tels que les porosités gazeuses, les soufflures, les inclusions de sable, le retrait interne, les fissures, les déchirures à chaud et les inclusions de laitier. En particulier, pour les pièces coulées destinées au service nucléaire, certains défauts comme les fissures et les déchirures à chaud sont expressément interdits et ne peuvent être réparés. Le jugement final dépendant de la comparaison avec des radiographies de référence ASTM pour déterminer la conformité de la pièce coulée, l'expérience et le jugement du radiographe jouent un rôle crucial. Je vais vous présenter une courte exigence faisant suite à l'examen radiographique précédemment expliqué. Lorsque des réparations par soudage sont nécessaires sur une pièce coulée, celle-ci doit être à nouveau radiographiée après la réparation. En d'autres termes, une procédure est obligatoirement suivie pour vérifier à nouveau que le défaut a été correctement éliminé par l'opération de réparation et qu'aucun nouveau défaut n'est apparu. Je vais maintenant vous présenter l'examen volumétrique par ultrason. Cette méthode consiste à surveiller les réflexions d'ondes sonores provenant de la pièce inspectée pour déterminer la profondeur et la taille d'éventuels défauts.
L'examen par ultrasons peut détecter des matériaux étrangers et des discontinuités dans les métaux à grains fins, ce qui le rend adapté à l'examen volumétrique de structures telles que les tôles, les barres et les forgés. L'essai est normalement réalisé soit avec une huile spéciale appelée coupler, soit sous l'eau, afin d'assurer une transmission efficace des ondes sonores. Les ondes sonores sont générées par une sonde à cristal et sont réfléchies à chaque interface de la pièce testée, c'est-à-dire à chaque face externe de la pièce elle-même et à chaque face de la partie interne endommagée ou mal formée. Ces réflexions sont reçues par la sonde à cristal et affichées sur un écran pour révéler la position et la gravité du défaut. Passons maintenant à bruit et cavitation. Nous allons maintenant présenter la cavitation, la vaporisation éclair et l'écoulement critique qui les provoque. La norme de dimensionnement des liquides de l'IEC calcule une chute de pression de dimensionnement admissible, PMAX. La chute de pression réelle aux bornes de la vanne est définie par les conditions du système P1 et P2. Si cette chute de pression réelle est supérieure à PMAX, la vaporisation éclair ou la cavitation peut se produire. Des dommages structurels à la vanne et à la tuyauterie adjacente peuvent également en résulter. Par conséquent, comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de la vanne permet de sélectionner une vanne capable d'éliminer ou de réduire les effets de la cavitation et de la vaporisation éclair. On utilise le terme « phénomène physique » pour décrire la vaporisation éclair et la cavitation car ces conditions représentent des changements réels de la forme du fluide. Ce changement s'effectue de l'état liquide à l'état vapeur et résulte de l'augmentation de la vitesse du fluide au niveau ou juste en aval de la restriction de flux maximale, généralement l'orifice de la vanne. Je vais maintenant vous présenter le schéma de flux qui fait suite au contenu précédent. Il représente la situation où un flux de liquide traverse une restriction avec une flèche indiquant la direction du flux, c'est-à-dire de l'amont vers l'aval. À ce moment, la pression en amont de la restriction est notée P1 et la pression en aval est notée P2. Ce schéma mène naturellement à l'explication de la vena contracta, c'est-à-dire le point où la section transversale du flux est la plus étroite, qui sera traitée dans la section suivante. Nous allons maintenant aborder la vena contracta. Lorsqu'un flux de liquide traverse une restriction, le jet de flux subit un rétrécissement ou une contraction. Le point où la section transversale du flux est la plus petite se situe juste en aval de la restriction physique réelle, et ce point est appelé la vena contracta, comme illustré dans la figure 5-4. Pour maintenir un flux de liquide stable à travers la vanne, la vitesse doit être maximale à la vena contracta, là où la section transversale est minimale. Cette augmentation de la vitesse ou de l'énergie cinétique s'accompagne d'une diminution substantielle de la pression ou de l'énergie potentielle à la vena contracta. Plus en aval, alors que le flux de fluide s'étend sur une zone plus large, la vitesse diminue et la pression augmente. Cependant, l'essentiel est que la pression en aval ne revient jamais complètement au niveau de la pression qui existait en amont de la vanne. Nous allons maintenant présenter les caractéristiques de récupération de pression des vannes de régulation et la vena contracta. La différence de pression, P, aux bornes de la vanne est une mesure de la quantité d'énergie dissipée dans la vanne. La figure 5-5 compare les profils de pression de deux types de vannes. L'une est de type haute récupération, comme une vanne à boisseau sphérique, dont le passage est fluide, et l'autre est de type basse récupération, en raison d'une turbulence et d'une dissipation d'énergie interne plus importante. Quelles que soient les caractéristiques de récupération de la vanne, la différence de pression cruciale pour analyser la vaporisation éclair et la cavitation est celle entre l'entrée de la vanne et la vena contracta. La vena contracta est le point de section réduite où le fluide passe le plus rapidement et où la pression est la plus basse. Si la pression à ce point descend en dessous de la pression de vapeur du fluide, des bulles commencent à se former dans le flux en raison de l'augmentation de la vitesse. Je vais maintenant présenter le comportement de la pression de sortie d'une vanne à basse récupération, suite à la figure précédente. Dans une vanne à basse récupération, la pression ne se rétablit presque pas après la vena contracta, C égale la pression de sortie P2 reste faible. Si cette pression de sortie reste inférieure à la pression de vapeur du fluide PV, les bulles ne disparaissent pas et continuent de s'écouler, ce qui conduit à la vaporisation éclair. À l'inverse, si la pression de sortie remonte au-dessus de la pression de vapeur, les bulles s'effondrent, provoquant la cavitation. En résumé, le niveau de récupération de la pression de sortie est la variable clé qui distingue la vaporisation éclair de la cavitation. Nous allons maintenant voir comment les bulles augmentent et mènent à des dommages par vaporisation éclair.
La figure 5-5 compare les profils de pression des vannes à haute et basse récupération. Plus la pression à la vena contracta chute profondément sous la pression de vapeur du liquide, plus les bulles augmentent rapidement. À ce stade, il n'y a pas de différence entre la vaporisation éclair et la cavitation, mais le risque de dommages structurels à la vanne est bel et bien présent. Si la pression à la sortie de la vanne reste inférieure à la pression de vapeur du liquide, les bulles ne s'effondrent pas et subsistent dans le système en aval, et l'on dit que le processus a subi une vaporisation éclair. La vaporisation éclair peut causer d'importants dommages par érosion sur la garniture de vanne et se caractérise par une surface érodée lisse et polie, comme on le voit sur la figure 5-6. Ces dommages sont généralement plus importants au point où la vitesse est la plus élevée, c'est-à-dire près de la ligne de portée du clapet et du siège de la vanne. Je vais maintenant vous présenter comment la cavitation se produit et quels dommages elle cause. Contrairement à la vaporisation éclair vue précédemment, si la récupération de pression en aval est suffisante pour élever la pression de sortie au-dessus de la pression de vapeur du liquide, les bulles s'effondrent sur elles-mêmes, provoquant ainsi la cavitation. L'effondrement des bulles de vapeur libère de l'énergie et produit un bruit similaire à celui que l'on entendrait si du gravier s'écoulait à travers la vanne. Si les bulles s'effondrent à proximité immédiate des surfaces solides de la vanne, l'énergie libérée arrache progressivement le matériau, laissant une surface rugueuse et semblable à du scorie, comme illustré à la figure 5-7. Les dommages causés par la cavitation peuvent s'étendre à la tuyauterie en aval adjacente, si c'est là que la récupération de pression a lieu et que les bulles s'effondrent. Évidemment, les vannes à haute récupération ont tendance à être plus sujettes à la cavitation, car la pression en aval est plus susceptible de remonter au-dessus de la pression de vapeur du liquide. Nous allons maintenant aborder les principes de sélection des vannes pour les services où se produit la vaporisation éclair. Comme on peut le voir à la figure 5-6, les dommages dus à la vaporisation éclair se caractérisent par un aspect lisse et poli des surfaces érodées. Pour rappel, la vaporisation éclair se produit lorsque la pression de sortie P2 est inférieure à la pression de vapeur PV. P2 est la pression en aval de la vanne et dépend du procédé et de la tuyauterie en aval. PV dépend du fluide et de la température de service. Par conséquent, les variables qui définissent la vaporisation éclair ne sont pas directement contrôlées par la vanne. Cela signifie également qu'aucune vanne de régulation ne peut empêcher la vaporisation éclair elle-même. Je vais maintenant vous présenter des solutions concrètes pour minimiser l'érosion dans les services de vaporisation éclair. Comme la vaporisation éclair ne peut être empêchée par la vanne, la meilleure solution consiste à choisir une vanne ayant une géométrie et des matériaux appropriés pour éviter ou minimiser les dommages. En général, l'érosion est minimisée de 3 manières. Premièrement, en empêchant ou en réduisant l'impact des particules, dans ce cas des gouttelettes de liquide, sur les surfaces de la vanne. Deuxièmement, en rendant ces surfaces aussi dures que possible. Troisièmement, en réduisant la vitesse du flux érosif. Le choix d'une vanne avec le moins de changements de direction de fluide possible réduit au maximum le nombre d'impacts de particules. Les vannes à angle à tige coulissante sont des solutions traditionnelles offrant un tel chemin d'écoulement. Certaines vannes rotatives, telles que les vannes à clapet rotatif excentré et les vannes à billes en V, offrent également des chemins d'écoulement directs. De plus, les vannes dont la section d'écoulement est élargie en aval du point d'étranglement sont avantageuses car elles réduisent la vitesse érosive. Voyons maintenant comment choisir les matériaux dans un environnement où l'érosion et la vaporisation éclair agissent simultanément. Pour les zones où le fluide doit impacter les surfaces de la vanne, notamment les surfaces de portée, il faut choisir des matériaux ayant la dureté la plus élevée possible. En général, plus le matériau est dur, plus il résiste longtemps à l'érosion. Les situations deviennent complexes lorsque le fluide provoque à la fois la vaporisation éclair et la corrosion. L'exemple type est la vaporisation éclair de l'eau dans une vanne en acier. L'eau provoque la corrosion de l'acier, et la vaporisation éclair érode ensuite la couche d'oxyde molle qui en résulte. La combinaison des deux crée des dommages bien plus graves que si l'un des deux mécanismes agissait seul. La solution dans ce cas est d'empêcher la corrosion en choisissant, au minimum, un acier faiblement allié. Par ailleurs, les dommages dus à la cavitation se caractérisent, comme on le voit à la figure 5-7, par une surface érodée rugueuse et d'aspect calaminé. La surface d'érosion due à la cavitation est rugueuse et ressemble à de la suie, ce qui diffère nettement de la surface lisse et polie causée par l'érosion due à la vaporisation éclair. Comme nous l'avons vu précédemment, la cavitation se produit lorsque la pression à la vena contracta est inférieure à PV, alors que la pression de sortie P2 est supérieure à PV. La cavitation peut être traitée de plusieurs manières.
La première consiste à éliminer la cavitation, et donc les dommages, en gérant la perte de charge. Si la perte de charge à travers la vanne peut être contrôlée de sorte que la pression locale ne descende jamais en dessous de la pression de vapeur, alors aucune bulle de vapeur ne se formera. Sans bulle de vapeur pour s'effondrer, il n'y a pas de cavitation. Pour y parvenir, la perte de charge totale à travers la vanne est divisée en plusieurs petites étapes à l'aide de garnitures multi-étages. Chacune de ces petites chutes de pression maintient sa pression à la vena contracta au-dessus de la pression de vapeur, empêchant ainsi la formation de bulles. La deuxième méthode ne consiste pas à éliminer la cavitation, mais plutôt à minimiser ou à isoler les dommages, tout comme pour les solutions de vaporisation éclair. Cette méthode vise à isoler la cavitation des surfaces de la vanne et à durcir les surfaces qui sont effectivement impactées par la cavitation. La troisième méthode consiste à modifier le système de manière à empêcher les causes de la cavitation. Si la pression de sortie P2 peut être augmentée suffisamment pour que la pression à la vena contracta ne descende pas en dessous de la pression de vapeur, c'est-à-dire que la vanne n'est plus en régime bloqué, shocked, alors la cavitation sera évitée. P2 peut être augmenté en déplaçant la vanne vers un emplacement présentant une charge statique plus importante du côté aval. L'application d'un orifice ou d'un dispositif de contrepression similaire peut également augmenter P2 au niveau de la vanne. L'inconvénient est que